disponible en ligne. Donc, bonjour et bienvenue à cet autre cours d'INF 111. Aujourd'hui, on regarde les normes de programmation, un peu de documentation. On va voir nos premiers éléments qui ont rapport à la programmation orientée objet. Puis, on va aussi regarder un peu les documents de référence qui viennent avec Java pour mieux comprendre son utilisation. Fait que premièrement, on va parler des normes de programmation parce que quand on écrit des logiciels, quand on écrit des programmes, c'est pas parce que le programme est fonctionnel, okay? C'est pas parce que ça donne la bonne réponse que c'est un bon programme. On s'est rendu compte avec le temps en génie logiciel que la création d'un premier programme fonctionnel, c'était vraiment pas un qualificatif de la qualité du programme. On s'est rendu compte que la maintenance, okay, puis la réparation, quand on revient au programme, puis il faut le regarder, c'est là qu'on va vraiment voir la qualité du programme. Donc, quand on va écrire nos programmes, on va non seulement vouloir qu'ils soient fonctionnels, mais on va vouloir qu'ils soient présentables pour qu'on soit capable de bien retourner au programme, bien le réutiliser, vraiment être capable de facilement retravailler avec, que ce soit pour nous-mêmes, nos coéquipiers, des correcteurs, n'importe qui va regarder ça. Donc, évidemment, des principes comme rajouter des commentaires aux endroits, avoir des entêtes de fonctions, c'est des choses qu'on va revenir. Fait qu'il y a des normes qui nous aident à bien gérer notre programme. Donc, si on regarde ici, juste pour se donner une idée, quand on demande ce genre d'affaires-là, ben, chaque compagnie a son propre style, okay, ou un guide par rapport à qu'est-ce qui est le plus lisible possible. Fait que si tu t'en vas à un moment donné travailler chez Google, ben, il va falloir que tu passes à travers ce document-là pour bien voir c'est quoi toutes les règles qui viennent avec la présentation du langage. Donc, ça ici, c'est juste des règles de présentation. Il n'y a aucune règle de fonctionnalité. C'est juste comment est-ce qu'on construit la présentation du programme. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va parler de règles d'espacement. Okay, donc ça ici, c'est tout ce qui représente les sauts de ligne, les tabulations, l'utilisation d'espace. Donc, en gros, on met un espacement simple et unique entre la majorité des éléments de mon programme. Ça veut dire que si j'ai une assignation, ben j'ai un égal, puis il est séparé par des espaces. Si j'ai des virgules, j'ai un espace après, un peu comme dans la langue française. Donc, on a des espaces entre la majorité de nos éléments. On a plus particulièrement de l'indentation. Donc, l'indentation, c'est l'espacement horizontal, ok, entre chaque bloc de code. Donc, tout ce qui est entre accolades, en gros, ce qui est à l'intérieur va être automatiquement indenté. Tous ces éléments-là, c'est géré automatiquement par nos éditeurs. Donc, on peut demander à nos éditeurs de formater nos fichiers sources de Java, puis automatiquement, ça va replacer les choses à la bonne place. Okay? C'est pas trop difficile à gérer. On a aussi les espacements verticaux, les sauts de lignes vides, qui va être utilisé pour mieux catégoriser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mes différents programmes. Donc, on utilise les sauts verticales pour délimiter les contextes. Habituellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir un commentaire. En dessous du commentaire, tu vas avoir quelques instructions qui vont répondre à ce que le commentaire essaye d'indiquer comme action. Puis, en dessous de ça, tu vas avoir un saut de ligne pour dire, ben voici ce que le commentaire a implémenté en instruction. Puis après ça, on passe à un autre commentaire pour parler de la prochaine action que je devrais faire. Justement, parlant de commentaires, à l'intérieur de nos blocs de code, à l'intérieur de nos instructions, on va mettre des commentaires pour représenter chacune des actions que je veux représenter dans mon programme. Puis, on va aussi avoir le principe d'entête. Donc, au début de chaque fichier ou au début de chaque méthode, on va vouloir avoir une entête qui est un explicatif de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce programme-là, à l'intérieur de ce fichier-là. On va voir qu'il y a des logiciels connexes, okay, qui vont nous permettre de mieux gérer cette documentation-là.
Mais pour l'instant, on va se dire que quand on va créer un programme d'envergure, pour l'instant, on fait juste des petits programmes avec juste une classe, un main, puis des instructions à l'intérieur, mais quand on va avoir quelque chose d'envergure, il va falloir avoir des entêtes pour chacun des éléments que je construis. On va aussi parler des noms significatifs. Donc, à chaque fois que je vais nommer quelque chose, que ce soit le nom d'une variable, plus tard le nom des méthodes, le nom des classes, le nom des propriétés, toutes les choses à laquelle je décide c'est quoi le nom, je dois donner un nom significatif par rapport au contexte. Ça veut dire que des éléments qui s'appellent X et Y, ben ça marche juste si je suis en train de parler d'un plan cartésien. T'sais. Ça ne peut pas être juste le nom de variable standard. Ici, il y a quelques exceptions. Si on représente quelque chose qui est reconnu de manière omniprésente, fait qu'admettons que j'ai une variable qui s'appelle km, pas mal certain que ça parle de kilomètres. Donc, c'est quelque chose qui va être reconnu. Je peux demander à mes parents, je leur dis c'est quoi 1 km, puis ils vont me dire c'est 1 km. Ça va bien, c'est reconnu. On a aussi quelques variables qui sont utilisées par convention en programmation, comme par exemple quand j'utilise un compteur pour une boucle, ben, je peux utiliser la variable i. Puis si j'ai déjà utilisé la variable i, je peux utiliser j. Puis si j'utilise j, je peux utiliser K. Si j'ai déjà utilisé K, ben pose-toi des sérieuses questions, parce qu'avoir 3 boucles imbriquées, c'est peut-être pas la bonne affaire à faire dans ton programme. Fait que on a certains noms significatifs par convention, mais autrement, on va utiliser des noms significatifs. Ici, en passant, les noms significatifs, ça peut être des choses qui sont longues, c'est pas grave. Dans notre environnement de développement, on a maintenant l'autocomplétion. Okay? On est rendu en 2020, nos IDE sont très intelligents. Donc, ça va être rapidement réécrit sans avoir à le réécrire nous-mêmes à chaque fois. Fait que ça, c'est un petit aperçu des normes de programmation qu'on va utiliser à l'intérieur du cours. On commence notre bloc de matière principal de la journée, qui va être le principe de programmation orientée objet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la programmation orientée objet? Donc, habituellement, si vous venez d'un background de procédural, la manière de représenter les choses, c'était une manière fonctionnelle. Donc, la manière de penser à un programme, c'était de dire, je me fais des petites boîtes. Dans les petites boîtes, je suis capable de rentrer des choses. Puis de la boîte va sortir un élément, puis j'ai juste à enchaîner un paquet de boîtes ensemble, puis ça va me faire un programme. Puis la boîte, j'y donnais un nom quelconque. Donc, cette prémisse-là est encore disponible. Okay? Donc, on est capable de faire des des fonctions pures qu'on appelle, là, qui reçoivent quelque chose, qui font juste travailler avec qu'est-ce qu'il a reçu, puis qui me retournent quelque chose en retour. Mais la programmation orientée objet, c'est un nouveau paradigme de programmation. Donc, le principe, c'est que dans les années fin 80, début 90, on s'est rendu compte que l'approche fonctionnelle comme ça, c'était compliqué d'avoir des projets de très grande envergure. Donc, quand on a commencé à tomber dans l'ère du web, dans l'ère de la communication à travers le monde, puis le genre de programme qui vient avec ça, les banques, qu'est-ce que nous on connaît comme Facebook et ainsi de suite, là, c'était à son début. Là. Encore, on ne parle pas de réseaux sociaux en 1980, là, mais on parle, mettons, de communication interbanque, de logiciels pour gérer des écoles au complet. Donc, quand on commence à travailler avec des logiciels d'envergure, le fait d'avoir juste des petites boîtes, qu'il faut savoir chacune des petites boîtes, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'ils s'imbriquent ensemble, comment est-ce que les éléments sont capables de se relier, ça devient problématique. Donc, il y a eu un nouveau paradigme de développement qui s'est développé, qui était la programmation orientée objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la programmation orientée objet, à la place de penser en fonction, ça va utiliser des objets. Hein? Ça porte bien son nom, programmation orientée objet, ça utilise des objets. Fait que là, la question, c'est, si vous me permettez mon français, what the fuck is an object? Okay? Donc, c'est quoi un objet? Qu'est-ce que ça l'implique? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « voici un objet ». Donc, quand on parle d'un objet, ça va être un élément qui va avoir deux parties. Okay? Donc, une première partie qui va être
toutes les caractéristiques, toutes les propriétés que ça peut avoir. Quand on parle de propriétés et de caractéristiques, c'est des éléments tangibles, okay? Des choses que je peux comptabiliser, des choses que je peux catégoriser. Donc, on va avoir des propriétés. Okay? Donc, ça s'apparente à ce que nous, on connaît comme étant des variables. Okay? Donc, des éléments dans lesquels je peux stocker quelque chose. De l'autre bord, on va avoir ce qu'on appelle les méthodes. Donc, les méthodes, ça va être les actions, ce qu'on appelle les comportements que l'objet peut prendre. Ça ici, ça va prendre l'apparence de nous, qu'est-ce qu'on connaît comme étant des fonctions. Donc, si, mettons, je prends l'exemple ultra typique qui existe dans tous les livres de programmation orientée objet, puis je veux représenter mon compte de banque. OK? Fait que mon compte de banque. Donc, mon compte de banque, si je me dis c'est quoi les différentes propriétés qu'il y a à l'intérieur, ben, je ne sais pas pour vous, là, mais personnellement, la chose la plus importante dans mon compte de banque, c'est le solde. Hein? Donc, j'ai un solde qui est égal à much dollars. Hein? Attends, on va mettre un nombre. 3, 2, 5, 7. Point d'interrogation. Donc, un nombre quelconque qui est le solde courant. Évidemment, ça se peut aussi qu'il y ait un numéro de compte. OK. 2, 7, 3, mettons. Ça se peut qu'il y ait un nom qui est associé au compte. OK. Donc, toutes des valeurs qui est possible de représenter avec mon compte. Ensuite, il va y avoir des comportements. Qu'est-ce que je peux faire avec ce compte-là? Donc, quand je travaille avec mon compte de banque, c'est quoi les interactions que je vais faire avec mon compte de banque? Ben, j'ai deux interactions qui sont les plus reconnues, qui va être un dépôt d'argent. Puis le dépôt d'argent, il faudrait que je mette un montant, là, hein? Puis des retraits. Puis en fait aussi, qu'est-ce qui est possible quand je m'en vais à un guichet, mettons, c'est comme quand je regarde les pitons, là, c'est les actions avec lesquelles je peux activer sur mon compte de banque. Fait que je peux faire des retraits, je peux faire des dépôts, puis je peux consulter mon solde. Hein? Consulter le solde qui serait capable de me retourner. Hein? Donc le compte lui-même, il est capable de me retourner le solde. Fait qu'on est capable d'avoir ces trois actions-là. Fait que quand on parle d'un objet, on parle d'un élément dans cette représentation-là, où c'est qu'il va y avoir deux facettes, les propriétés, donc les caractéristiques, les choses que je peux sauvegarder avec une valeur rattachée après, puis les méthodes qui vont être les différentes actions, okay? Les différentes fonctions que je peux activer avec cet objet-là. Là, le principe, c'est que quand on travaille en programmation orientée objet, les objets, c'est juste la moitié de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est qu'on va avoir le principe qui nous dit que, OK, ben souvent, en fait, la majorité du temps, en fait, la totalité du temps en Java, je vais avoir plusieurs objets qui vont avoir toujours les mêmes caractéristiques puis les mêmes méthodes. OK? Fait que là, j'ai le compte de banque à Hugo. Mais si, à côté, j'ai mon ami Bob, OK, qui, je vais mieux représenter ça, juste pour qu'on comprenne bien. Et on va mettre un petit peu plus petit pour que ça fitte avec un nombre de boîtes. Fait que là, j'ai ma boîte, ça c'est le compte de banque Hugo. Puis là, je crée le compte de banque de Bob. Puis le compte de banque de Bob, ben lui aussi, il a un solde. Lui aussi, il a un numéro de compte. Puis lui aussi a un nom qui vient avec. C'est juste que les valeurs à l'intérieur sont différentes.
Mon ami Bob, il est malheureusement un peu pauvre. Mais il y a les mêmes actions disponibles. Parce que les deux représentent un compte de banque, ça peut faire les mêmes choses. Puis on peut imaginer que si je décide d'avoir un troisième compte de banque pour quelqu'un d'autre, puis un quatrième compte de banque, ils vont toujours avoir les mêmes propriétés, les mêmes méthodes. Fait que pour simplifier cette création d'objets-là, ce qu'on va utiliser en programmation orientée objet, c'est le principe de la classe. Donc la classe, c'est comme un peu la recette qui va me permettre de créer mes objets. Donc quand j'ai différents objets avec différentes propriétés, ça va toujours être les mêmes, avec différentes méthodes, ça va toujours être les mêmes entre les objets de même type, hein, je vais être capable de me créer ce qu'on appelle une classe, okay, qui va représenter tous ces types-là. Fait qu'on va l'appeler compte banque. Puis celle-ci va juste avoir les mêmes champs, mais ça va juste être le gabarit avec lequel je vais pouvoir me créer mes objets. Fait que lui, il va me dire, j'ai le solde, mais j'ai pas d'éléments spécifiques derrière. Okay? Donc, j'ai un numéro de compte, mais j'ai pas la valeur qui vient avec. Je sais juste que ça va être un int. Puis après ça, pour qu'est-ce qui est des méthodes, ça reste pareil. Fait qu'on va subtilement le paster ici. Très subtil. Donc, on a ici des objets. Donc, les objets, c'est les instances de la classe. Donc, ensuite, on a la classe ici qui va être comme la recette pour faire les différents objets. Donc, en programmation orientée objet, ce qu'on va avoir, c'est une classe qui va être décrite, donc qui va me dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux représenter mes éléments. Puis, à partir de cette classe-là, je vais pouvoir créer des instances de la classe, des objets de la classe, qui vont représenter comme les entités réelles de la dite classe. OK, parfait. Donc, quand on va vouloir travailler avec ça, ici, on va se créer un petit projet ensemble. Fait que premièrement, ici, on va aussi montrer avec IntelliJ quand vous voulez vous créer un projet personnel, hein, comme pour le laboratoire évalué, c'était de juste loader le projet que j'ai déjà préparé. Bien souvent, vous allez vouloir juste créer votre propre petit projet, tester vos affaires. Donc, on va regarder ici comment créer ça ensemble. Donc, on a le Create New Project. Donc, si vous avez juste la page principale, c'est là ici. Sinon, dans le menu Fichier, c'est toujours disponible. Donc, on peut tout simplement se créer un projet en Java. On n'a pas besoin de rien sélectionner ici. Donc, ça, c'est des librairies additionnelles que je voudrais avoir. Tu as juste à sélectionner une application Java à gauche, puis tu vas être en business. Ensuite, tu peux décider d'avoir un élément par défaut. Donc, ici, on peut juste avoir un projet d'un template, okay, d'un gabarit préexistant. Je vous le conseille, comme ça va vous donner juste les éléments de base, le gabarit de base avec la black box qu'on avait vu au dernier cours, avec le public class et ainsi de suite. Puis on se donne un nom de projet, fait qu'on va l'appeler ici en fait, je vais me donner un petit nom, puis après ça, je vais appeler ça on va l'appeler, mettons, cours 2. Puis ensuite, le base package, on va voir
à quoi ça sert plus tard. Pour l'instant, on peut juste l'enlever complètement. Ça va nous donner la chose la plus simple possible. Fait qu'on a ici qu'est-ce qui a été créé automatiquement. Parfait. Fait que ça nous a créé une classe qui s'appelle main. On voit ici qu'on a juste un fichier source, c'est le main. On a un public static void main. Puis à partir de là, moi je peux aller écrire du code qui va être représenté. Fait que ici, on peut y aller avec ça. OK, donc une fois que j'ai écrit un élément quelconque, je peux tester la fonctionnalité en cliquant sur le petit bouton play, puis en exécutant le main, ça va ouvrir ici une fenêtre d'activité qui devrait me montrer le résultat de mon exécution. OK? Donc, on est capable de représenter un petit programme, créer un projet, juste écrire ce qu'on a besoin, c'est parfait. Fait qu'on va pouvoir utiliser ça aujourd'hui pour faire nos petits tests. OK, on fait ça, comme ça. Ici, y a-tu mal copié-collé? Oui, ici, c'est majuscule. OK. Comme ça. Puis ici, juste par principe, on va aussi y aller comme ça. Fait que là, ici, on a un exemple d'une utilisation d'un objet. Donc ici, on utilise un objet spécial qui est les strings. Donc pour les chaînes de caractères, ça va être des objets. Donc on se disait que les objets vont avoir des valeurs, puis il va aussi avoir différentes méthodes qui viennent à l'intérieur. Donc ici, je me crée un objet, puis on va voir la création d'objets dans quelques instants. Pour les chaînes de caractères, c'est un élément spécial, là, mais il y a d'autres méthodes pour les autres objets habituellement. Mais on se crée un objet que j'appelle cours, puis à l'intérieur, j'ai la chaîne INF111. Fait que si je reviens ici, je viens de créer un objet que j'ai appelé cours. Puis cet objet-là, OK, il va avoir deux blocs, un bloc de propriété, un bloc de méthode. Puis ici, je sais, mettons que les données, là, OK, j'ai mis la chaîne à l'intérieur, INF111. C'est ça que j'ai mis ici. Automatiquement, en étant une chaîne de caractères. Donc, ça ici, on sait que c'est un string, parce que c'est là-dedans qu'on l'a sauvegardé. Donc, chaque string, OK, va regarder la classe qui a été faite derrière. Donc, on va voir plus tard comment faire des classes, mais pour l'instant, on va juste utiliser des classes déjà faites. Donc, les classes vont toujours avoir une liste de propriétés puis une liste de méthodes. Donc, en fait, je peux utiliser des méthodes qui vont me permettre d'aller chercher les informations ou de modifier l'information à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Fait que, avec les strings, j'ai une méthode qui s'appelle length qui va me permettre de trouver la taille de la chaîne. Fait que ici, je peux aller voir la taille, puis je peux aller voir la taille de la chaîne va être sauvegardée dans taille. J'ai une autre méthode, toLowerCase, qui va me permettre de prendre ma chaîne de caractères, puis de prendre toutes ces majuscules, puis les convertir en minuscules. Puis cette nouvelle chaîne-là, je vais l'assigner dans petit cours. Fait que je peux voir ici, oups, pas grave le debug, quand on travaille avec différents objets, je suis capable, OK, on va juste le runner normalement, comme ça on n'aura pas toutes les autres affaires. Donc je peux voir ici l'utilisation de cours affiche le INF111. On voit que la taille, ça me donne bien la valeur 6. Puis on voit que le petit cours donne bien le INF111 en minuscule. Donc avec ces éléments-là, on est capable de bien percevoir que, OK, on est capable d'utiliser les méthodes en sachant c'est quoi le nom de la méthode, comme si c'était une fonction, mais qui est rattachée
après l'objet. Donc, à partir de l'objet que j'ai créé, j'utilise le point, suivi du nom de la méthode, des parenthèses, puis si j'avais besoin d'envoyer des paramètres quelconques, je les aurais mis à l'intérieur des parenthèses, comme je fais pour des fonctions. Puis à partir de là, ça l'exécute, cette méthode-là, pour cet objet-là spécifique. Ça c'est bon, ça c'est bon. On a les retours, ouais, ok. Fait que on a différentes méthodes qui vont faire différentes choses. Ça se peut que la méthode ait un retour. Hein? Donc ici, admettons, j'ai une méthode println. On peut voir que j'ai fait un point suivi de d'autres affaires. Fait que je finis avec un point println. Puis cette méthode-là a besoin de paramètres. Fait que j'ai envoyé les paramètres. Tout a bien été. Puis on a certaines méthodes qui vont avoir un retour. Donc je vais pouvoir assigner par rapport à une expression. Donc ici, j'ai le string, puis qui va recevoir, petit court, qui va recevoir le résultat de mon tout lowercase. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qu'on connaît des fonctions. C'est juste que c'est des fonctions qui sont rattachées à des données. C'est vraiment ça, le principe de programmation orientée objet. C'est juste de dire que qu'est-ce qui se balade dans mon programme, à la place de juste être soit des données ou juste soit être des fonctions, j'ai une agglomération des deux que j'appelle un objet qui va me permettre de mieux contextualiser mes problèmes. Parfait. Prochain point de la journée. On veut utiliser différentes classes. Donc, on s'était dit que quand on travaille en programmation orientée objet, on a une classe qui va représenter la description de qu'est-ce qui est possible. Puis à partir de là, on va avoir des objets qui vont être des instances de la classe. Donc, pour être capable d'utiliser des objets, il faut savoir comment utiliser la classe pour faire des instances de la classe, pour comment créer des objets. Donc, il y a un nouveau mot-clé de langage de programmation orientée objet qui s'appelle le new. Donc, le new, ça va me permettre de dire « Je veux un nouvel objet, crée-moi un nouvel objet à partir de cette classe-là ». Donc, en gros, le new suivi du nom de la classe va me permettre d'appeler ce qu'on appelle le constructeur de la classe. Donc, ça va me permettre de dire, crée-moi un nouvel objet, moi, je vais pouvoir l'avoir quelque part dans mon programme. Donc, si on essaye ça ici, on va démontrer un exemple avec comme ça. On fait plus comme ça. Donc, un exemple avec une classe qui s'appelle rectangle. Donc, ici, la classe rectangle fait partie d'une librairie qui est inclue avec l'installation, mais qui n'est pas directement importée à l'intérieur de ma classe main. Donc, je ne peux pas directement utiliser le rectangle comme si de rien n'était. Pour être capable de l'utiliser, il faut que j'importe la librairie. Donc, je peux voir ici que IntelliJ est gentil, il me met ça en rouge, il voit « Hey, je sais pas c'est quoi rectangle, veux-tu importer la classe qui contient rectangle? » Puis, automatiquement, on peut voir ici que la classe fait partie d'une librairie qui s'appelle java.lwt. Puis là, le point étoile, c'est qu'on importe tout de cette librairie-là, qui inclut notre rectangle. On va regarder comment parler des différentes classes, regarder c'est quoi les différentes documentations pour savoir c'est quoi les classes possibles, savoir c'est quoi les différentes librairies possibles. Pour l'instant, c'est pas là-dessus que je veux m'attarder. Je veux m'attarder sur la création du rectangle. Donc, je me crée une nouvelle variable. OK? Donc, je peux voir ici, c'est mon utilisation habituelle de variable, où c'est que j'ai le type de quelque chose suivi du nom. Mais là, à la place d'avoir un type qu'on dit primitif, comme nous on connaît comme étant les types habituels de programmation, comme int, double, des choses comme ça, ben là, on va avoir un type qui va être le type de l'objet que je veux sauvegarder. Donc, je veux sauvegarder un rectangle, fait que le type de cette variable-là, ça va être rectangle. Je l'appelle d'un nom, mon rectangle. Je lui assigne quelque chose. Puis, je vais y assigner le résultat de l'appel du constructeur. Fait que c'est là que j'utilise le mot-clé new, qui va me permettre de dire « Hey, je veux une instantiation d'une classe. » De quelle classe je veux une instantiation de? Ben, je veux une instantiation de la classe rectangle.
Puis les constructeurs, c'est comme des fonctions spéciales. Donc, ça a le nom qui est le nom de la classe. Ça a quand même des parenthèses, comme si c'était n'importe quelle autre fonction. Puis, à l'intérieur, je vais avoir les différents paramètres pour initialiser mon objet. Donc, si je veux me créer un rectangle, fait qu'un rectangle, on peut penser, OK, ça a 4 côtés, ça a des largeurs, des hauteurs, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on réussit à représenter ça? Bien, lui, il va avoir 4 propriétés. Okay? Un point initial, parce que lui, c'est un rectangle dans un espace. Fait qu'il y a un point initial, une longueur, une largeur. Ici, en passant, dans IntelliJ, lui va savoir automatiquement les noms des paramètres, puis il va te donner un indice. Fait qu'ici, là, c'est en gris, là, le X, je ne peux pas le sélectionner. Là. C'est quelque chose que IntelliJ me donne. C'est pas du texte qui a été écrit. Là. Okay? Donc, le texte qui a été écrit, c'est le rectangle, parenthèse, 3, parenthèse, 4, parenthèse, 10, parenthèse, 10. Okay? Donc, faire attention, ça porte à confusion. Qu'est-ce qui est en gris ici? C'est juste de l'aide qui vient avec l'environnement de développement. Ce n'est pas du texte qui est écrit dans le code pour de vrai. Donc, avec cet appel de constructeur-là, ça va créer une instance de ma classe. Ça va créer un rectangle qui est à la position X3, à la position Y4, qui a 10 de largeur, 10 de hauteur. Puis, ça va l'assigner dans ma variable mon rectangle. Fait que si j'exécute ça, juste pour voir que ça ne plante pas, là, on n'affiche rien en ce moment. Fait que ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est justement démontrer une utilisation de ça. Comme ça. Fait qu'on va se faire un petit system out, puis on va afficher mon rectangle. Puisque c'est un objet déjà prédéfini, lui, il va savoir quoi afficher quand je l'envoie dans un print ln. Donc, on peut voir ici que ça dit « Hey, c'est un rectangle », puis en ce moment, il est à ces positions-là. Parfait. Quand je veux aller chercher des informations, ici, je ne sais pas si lui va me laisser, je pense que oui. Donc, quand je vais aller chercher différentes informations, je peux utiliser le nom de ma variable avec le point pour aller chercher l'information dans une des propriétés que je connais. Fait que je sais qu'il y a un X, je sais qu'il y a un Y, je sais qu'il y a une taille, je sais qu'il y a une hauteur. Fait que je peux directement aller utiliser le nom de la propriété pour aller chercher l'information. On va voir aussi qu'il y a des méthodes qui vont me permettre de mieux travailler avec ça. Donc ici, on va voir, on a des méthodes, donc des actions que je peux prendre sur mon objet. De la même manière que je peux retirer de mon compte de banque, puis je peux déposer dans mon compte de banque, à mon rectangle, je peux dire change de position, ou change de taille, ou change de hauteur. Ou c'est quoi ta position, c'est quoi ta hauteur, et ainsi de suite. Donc, on a ici différentes méthodes qui me permettent de changer les propriétés. Donc, c'est des méthodes qu'on appelle les get puis les set. Donc, ces get et set-là, c'est des méthodes qui sont toujours là par convention. Ça veut dire que c'est pas fait par défaut, mais on fait toujours les mettre pour s'aider, puis tout le monde sait qu'on les met, fait que tout le monde sait où c'est qu'on s'en va. Donc, il va y avoir les sets qui vont me permettre de modifier les informations. Donc, si je fais un set X, ça va changer la location du X. Si je fais un set width, ça va changer la longueur du rectangle. Puis, j'ai les get quelque chose. Fait qu'à la place d'aller accéder directement à l'élément, je peux utiliser le get pour avoir des informations. Fait que mettons ici, si je décide de prendre mon rectangle puis de faire point, en passant, quand on travaille avec des environnements de développement, il est conscient de la classe qui a été utilisée. Fait que lui est capable de me donner une liste de tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'on peut voir ici, j'ai 4 propriétés. Le X, le Y, le height et le width. Puis, je peux voir que les méthodes, il y en a un paquet. Mais ici, mettons, je décide, je peux, mettons, changer... mettons, je vais changer la location. Fait que je peux ici changer la location en y donnant un nouveau X puis un nouveau Y. Fait qu'on va y aller avec 5... 8.
Fait que quand je vais exécuter lui, je peux voir que mon rectangle, même si je l'avais initialement créé à l'endroit 3,5, je modifie son emplacement ici pour que ce soit 5,8, puis je peux voir que c'est séquentiel, là, hein? Donc, après l'affichage, l'emplacement de mon rectangle a changé. Parfait. Fait que ça, c'est bon. Là, la question qui brûle sur vos lèvres, OK, je le sens, je l'entends à travers l'Internet, c'est comme, OK, cool, mais comment tu as su, c'est comme l'IDE, c'est le fun, là, mais comment j'aurais pu savoir c'est quoi qui venait avec rectangle, comment est-ce que ça marchait? Donc, pour être capable de savoir c'est quoi les différentes propriétés, c'est quoi les différentes méthodes qui sont disponibles, il faut aller voir la documentation qui vient avec Java. Donc, quand je recherche la documentation, je peux aller voir ici, je regarde la documentation de Java, j'utilise l'édition que j'ai d'installer. Donc, nous autres, on s'est dit que pour utiliser les différents projets, on avait la 11 ou la 8 qui était par défaut. Fait que, mettons, je suis dans la 11. Fait que si je cherche ici, rectangle, pour voir c'est quoi mon élément, je peux voir ici, j'ai la classe rectangle. Fait que là, je peux aller voir c'est quoi la classe rectangle. Puis, dans cette documentation-là, je vais pouvoir aller voir tout ce qui est possible. Fait que je peux voir ici, c'est quoi les différentes propriétés. OK, donc, en anglais, c'est des fields. Donc, je peux aller voir les différentes propriétés. Je peux voir ici, j'ai effectivement le white, le width, le x, le y. Ensuite, j'ai les différents constructeurs. Donc, quand je construis avec le new, là, okay, on disait qu'on évoquait le constructeur, il y a différentes manières, des fois, de construire l'objet. Donc, moi, j'ai utilisé cette version-là ici, qui avait 4 paramètres, qui étaient le x, le y, la taille et la hauteur. Mais j'aurais pu utiliser juste un rectangle en disant juste la taille et la hauteur. Fait que là, si je regarde dans la documentation, ça dit que ça va créer le rectangle, puis ça va assumer qu'il est à 0,0. Donc, j'ai différentes possibilités pour travailler avec le constructeur. Ensuite, je peux aller voir les différentes méthodes. Fait que là, ici, je peux aller voir les méthodes, puis je peux voir ici, j'ai le getX, le Y, puis le setLocation que j'ai vu tantôt, ben, je peux voir que effectivement le setLocation, ça prend 2 paramètres, le X et le Y. Je peux même cliquer dessus, puis voir une version plus établie de qu'est-ce qui est possible. Donc, quand moi, je vais vous dire, OK, on a besoin d'aller utiliser telle classe, je m'attends à ce que vous soyez capable d'aller lire la documentation, puis de regarder, OK, ben, en utilisant cette classe-là, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les différentes propriétés qui viennent avec cette classe-là? Qu'est-ce que c'est supposé représenter comme objet? C'est quoi les différents constructeurs que je peux utiliser? Comment je peux créer des nouveaux objets de ce type-là, de cette classe-là? Puis, c'est quoi les différentes méthodes que je peux utiliser? C'est quoi les comportements? C'est quoi les actions que cet objet-là peut faire? À partir de là, la dernière information qui est importante, ça va être de voir le package dans lequel c'est inclus. Donc, on a vu tantôt que quand j'ai essayé d'utiliser le rectangle, ça n'a pas directement fonctionné. Il a fallu utiliser une commande qui était la commande d'importation qui va importer le package pour être capable d'être utilisé à l'intérieur de mon programme. Donc, quand j'utilise ça, pour savoir c'est quoi qui a importé, là, IntelliJ l'a fait tout seul, là, il est intelligent, il savait où c'est que c'était, mais j'aurais pu aller voir dans la documentation, la classe rectangle fait partie du package java.awt. Fait que quand j'utilise le import, c'est le java.awt, puis ici, j'ai le nom de la classe que je veux représenter. J'aurais pu ici remplacer ça puis dire je veux seulement rectangle. OK? Puis ça aurait tout aussi bien fonctionné. L'étoile est utilisée pour dire ben toutes les classes de ce package-là, importe-les toutes d'une shot, ça se peut que j'aie besoin des autres. Si on veut aller voir c'est quoi, hein, tous les liens ici, c'est tous des liens que je peux cliquer dessus. Fait que si je veux savoir dans Java AWT, c'est quoi les différentes classes, ben il y a toutes ces classes-là. OK, donc si dans cette page-là, je recherche rectangle, je peux voir que rectangle est ici, puis j'ai aussi la possibilité d'avoir des polygones, j'ai des robots, j'ai des taskbars, donc il y a plein d'affaires dans cette librairie-là, mais
le principe, c'est que je peux facilement aller chercher toutes les informations que je pourrais avoir besoin. Parfait, on a regardé la documentation. Excellent. Donc ici, ça dit la dernière version courante, c'est plus 12, c'est rendu 14. OK. Puis les versions installées de Java 8, c'était sur les ordi de l'école. Nous autres, on était avec Java 11, qui est la dernière version standard. Fait que ça va bien. OK. On continue dans nos épopées d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objets, okay, contrairement aux variables normales, ne sont pas directement reliés aux variables que je vais créer. Je m'explique. Donc, disons que je crée une nouvelle variable. Okay, donc, comme j'ai fait dans mon tantôt, j'ai fait rectangle. OK. Puis là, j'ai dit mon rectangle. C'est égal à un new rectangle avec des patentes à l'intérieur. Donc, quand j'ai écrit ça, il s'est passé deux choses. Premièrement, le new rectangle, ce qui s'est passé, c'est que ça l'a créé un blob, OK, dans lequel il allait avoir le X, le Y, le width, le height, puis là, il y avoir les getX, les set locations, OK, puis un paquet d'autres méthodes. OK? Puis, ça l'a aussi créé une variable qui s'appelait mon rectangle. Puis là, ici, ce que je peux voir, c'est que cette partie-là, ça l'a créé une variable qui s'appelait mon rectangle. Là, ce que je vois, c'est que ça, puis ça, c'est pas directement lié. En fait, ce qui se passe, c'est que le lien va se faire avec l'assignation. Donc ça ici, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une référence vers un objet que j'ai créé. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est que mon rectangle, ça va pointer vers l'objet que j'ai créé en mémoire, mais l'objet n'est pas directement dans mon rectangle. Ça a quelques implications, le fait d'utiliser des références dans les objets. Ça veut dire que si je décide d'écrire quelque chose comme ça, où c'est que j'ai rectangle, OK, puis là, je l'appelle rec2. Donc ça me crée une deuxième variable qui s'appelle rec2. Puis ce qui va se passer, c'est que ça va copier le lien. Fait que ça va me faire ici un deuxième lien vers le même objet. Fait que j'ai deux variables de type rectangle, mais j'ai juste un rectangle. Qu'est-ce que ça implique, ça, dans son utilisation? On va regarder un petit exemple. Fait que je me suis dit, j'ai rectangle, je crée rec2, puis je dis que lui, c'est la même chose que celui-là. Qu'est-ce que nous, on est habitué, c'est que ça copie la valeur à l'intérieur. Mais ça ne sera pas le cas ici. Donc, wow, calm down. Comme ça. Donc, en ce moment, j'ai mon rectangle. J'ai associé rectangle 2 à mon rectangle. Je modifie la position de mon rectangle premier, puis je vais afficher mon deuxième rectangle. Ben, on va pouvoir voir que le rectangle, il a bougé de place. Donc, rec2 est plus à 3,4, il est rendu à 5,8. Pourquoi? Parce que en ce moment, même si j'ai deux variables, ben, si ils pointent sur le même objet, quand je demande à lui de modifier quelque chose, donc quand j'invoque son set location, ben,
ça va ici, ça change la location. Fait que quand j'imprime lui puis qu'il va regarder la location, ben ça va regarder la nouvelle du seul objet que j'ai créé. Donc, il faut faire attention quand on travaille avec les objets, on travaille avec des références dans les variables. Si on copie une variable dans une autre qui contient des objets, on fait juste copier la référence. On n'a pas un nouvel objet. On a juste une nouvelle version qui pointe sur la même information. Dans le besoin, on a une méthode clone qui va me permettre de faire une copie de l'objet. Donc ici, à la place de dire mon rectangle, je peux, j'ai dit je peux cloner l'objet. Je pense qu'il ne m'aimera pas par exemple. Ouais, ici, je vais changer quelque chose. On l'explique la semaine prochaine, mais pour l'instant, juste démontrer que clone, ça existe. Donc, je peux voir qu'en clonant l'objet, là, ça crée une copie conforme de la chose. Puis, je peux voir que ça a gardé la valeur initiale, même si j'ai bougé mon rectangle après. Donc, j'ai maintenant deux variables puis deux objets qui sont pointés différemment. Parfait. On va regarder des classes spéciales qui vont avoir ce qu'on appelle des méthodes statiques. Donc, on a dit que souvent la classe, pas souvent, la classe, c'est un peu le gabarit, un peu la recette avec laquelle je suis capable de créer des instances de la classe. Bien, souvent, ou pas souvent, mais parfois, on a juste besoin d'avoir des méthodes qui n'auront pas de propriétés rattachées. OK? Donc, ici, si, admettons, j'ai des fonctions mathématiques, je ne peux pas juste avoir une fonction. Juste une fonction, ça n'existe pas en Java. C'est obligé d'être une méthode. Donc, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle les méthodes statiques. On va voir qu'est-ce que ça implique et comment créer plus tard. Mais ça va être des méthodes qu'on n'a pas besoin de créer d'instances pour les utiliser. On peut directement les invoquer à partir de la classe. Donc, un exemple de ça va être la classe math. Donc, si je regarde la classe math, j'ai des méthodes, puis je peux voir ici que c'est toutes des méthodes statiques. OK? Donc, en étant des méthodes statiques, je peux directement prendre le nom de la classe, point le nom de la méthode, puis avoir un résultat. Donc ici, si je prends ça, on remplace ça ici. Donc, dans la classe math, j'ai différentes méthodes statiques. Puis, je peux directement les invoquer parce que dans la méthode math, dans la classe math, il n'y a pas de propriété intrinsèque. Okay? C'est juste des méthodes qui prennent des informations, qui te retournent un résultat. Donc, je peux les utiliser sans avoir à faire d'instance de la classe. Parfait. Dernier gros point de la journée, ça va être le principe de tableau. Donc, les tableaux, c'est des collections d'éléments. Les tableaux sont construits dans des cases mémoire consécutives. Puis, pour être capable de s'y retrouver, on a des indices pour se positionner. Donc, un tableau, OK, si on a une variable normale, là, on a un type, OK, mettons c'est un int, puis à l'intérieur on a une valeur, ben un tableau, ça va être une série de cases mémoire avec un type, puis pour s'y retrouver, on numérote les différentes cases mémoire en commençant à 0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en Java, les tableaux, c'est des semi-objets. Okay? Donc, c'est des objets, ça veut dire que non seulement il y a les valeurs du tableau à l'intérieur, mais il va aussi avoir des propriétés qui vont nous permettre de travailler avec.
Fait que première chose à savoir, c'est comment est-ce que je fais pour créer un tableau. Ben, pour créer un tableau, j'ai différentes manières. On va... Je vais juste enlever ça pour l'instant. Je vais regarder la création de tableaux. Donc, pour créer des tableaux, on a, premièrement, la déclaration du tableau se fait d'une manière spéciale. On a le nom du type, OK? Puis ensuite, des crochets carrés pour dire cette variable-là, c'est un tableau de int. Ensuite, on a deux manières pour créer le tableau. Je peux créer un tableau avec des valeurs nulles en utilisant la mécanique d'instanciation. Fait que j'utilise le int, j'utilise le new, OK, pour dire voici, je veux créer un nouvel objet, mot-clé new. Puis quel objet est-ce que je veux créer? J'utilise le type des cases. Puis entre crochets carrés, je vais mettre le nombre de cases. Donc ici, ça crée un tableau de 10 cases, donc qui vont être numérotées de 0 à 9. J'ai aussi une deuxième méthode pour créer des tableaux, qui est comme une espèce de raccourci syntaxique quand je sais c'est quoi les valeurs que je veux qu'il y ait à l'intérieur du tableau. Donc, je peux faire la déclaration de la variable de la même manière, mais à la place d'avoir le new, j'ai des accolades, puis à l'intérieur des accolades, je mets directement les différentes valeurs que je veux qu'il y ait dans mon tableau. Donc ça ici, ça va créer un tableau de 3 cases, donc des cases 0 à 2, avec les valeurs 45.4, moins 56.43, puis 34.6 à l'intérieur. Parfait. On revient ici. On est capable d'accéder aux éléments du tableau comme d'habitude. Donc, on a ici l'utilisation des crochets avec le numéro de la case. Donc ici, quand vous avez utilisé des tableaux précédemment, vous devriez remarquer cet élément-là typique. On a un tableau avec une book for où j'utilise une book for avec un indice qui débute à 0. Là ici, puisque le tableau, c'est un objet en Java, j'ai des propriétés qui viennent avec, autres que ses valeurs. Donc, je peux aller chercher la taille du tableau directement en utilisant le nom du tableau, point sa propriété length. J'ai mon itérateur qui incrémente à chaque fois, puis je peux aller chercher le contenu de la case en utilisant le nom du tableau, des crochets carrés et un indice qui indique c'est quoi la case du tableau spécifique. Qu'est-ce qui est intéressant en Java quand on travaille avec un élément qui est une collection, donc un élément qui va en contenir plusieurs autres? J'ai une book for qui est améliorée, qui va automatiquement gérer le principe de passer au travers chacun des éléments. Donc, à la place d'avoir le for avec mes points-virgules puis mes 3 éléments un après l'autre, ce que j'ai, c'est une book for, des parenthèses, une déclaration de une case du tableau, donc l'élément du tableau. Donc ici, si j'ai un tableau de nombres qui est des doubles, ben je dis mon élément, ça va être EL, c'est un double. Puis le 2 points va prendre la collection, donc l'élément qui a plusieurs sous-éléments à l'intérieur, donc le tableau dans ce cas-ci. Puis lui, il va automatiquement décortiquer ça en différents éléments, puis il va automatiquement positionner la valeur à l'intérieur de ta variable d'itération que tu as créée. Donc, ça me permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus concis. C'est en fait aussi beaucoup plus efficace, okay, parce que derrière, il y a des améliorations qui permettent de mieux gérer les cas de parcours de tableau. On a aussi des tableaux de 2 dimensions qui sont disponibles. Donc, si je veux un tableau de 2 dimensions, ben, ce que je fais, c'est que je dédouble les crochets carrés. OK?
puis je fais le new, puis je dédouble les crochets carrés de ce coup-ci. Je peux utiliser le même principe de déclaration de valeur directement. Là, ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'emboîte les accolades pour dire, ben ça, c'est mon premier tableau, puis à l'intérieur, j'ai un deuxième tableau, OK, donc pour chacune des lignes. Puis quand je veux aller avoir le contenu de chacun, ben je peux utiliser double crochet carré, OK, pour aller dire va-t'en à telle ligne, puis va-t'en à telle colonne, pour être capable de travailler avec le tableau. Ici, il y a une question de Kian. Est-ce que les tableaux ont des tailles statiques? Est-ce qu'on peut rajouter des éléments à des tableaux? Non, on ne peut pas rajouter des éléments à des tableaux directement. Donc, les tableaux, c'est quand même une approche qui est primitif, donc qui est proche de ce qu'on connaît dans les langages fonctionnels comme le C et ainsi de suite. Puis, on ne peut pas modifier la taille du tableau. On va voir qu'il y a d'autres types de collections qu'on va utiliser. Donc, les tableaux, c'est très peu utilisé en Java parce qu'il y a des meilleurs types de collections qui sont beaucoup plus versatiles. Donc, qui vont être capables d'être plus malléables, qu'on va pouvoir changer la taille au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc, pour les tableaux, c'est impossible de modifier la taille. Il faut absolument dicter la taille à sa création. Puis, on va voir qu'on a des meilleurs types de collections qui vont nous permettre de avoir des éléments qui sont de taille variable. Mais très bonne question. Fait que ça fait le tour de notre partie magistrale de la journée. Deuxième chose que je veux aborder aujourd'hui, avant de vous laisser travailler sur les exercices de la semaine, c'est que je vous ai envoyé des corrections d'exercices sur GitHub. Fait que je veux un peu parler de la mécanique qu'on a établie hier. Qu'est-ce qui s'est passé, puis comment est-ce que ça fonctionne derrière. Fait que ça va nous permettre de mieux comprendre, puis de voir différentes facettes, puis on va voir qu'on ajoute des éléments à ça au fur et à mesure. Fait que le principe, c'est qu'on utilise un système de versionnage. Donc, ça va nous permettre de savoir toutes les étapes qui s'est passées dans mon projet, puis d'être capable de revenir à ces étapes-là. Okay, donc, le principe qu'on essaie de résoudre ici, la problématique, c'est, mettons, je suis en train de faire un projet, ok, j'ai terminé mon projet, tout va bien. Là, ici, je me rends compte qu'il y a un bug, fait que j'essaie de corriger mon bug, je travaille dessus pendant une demi-journée, puis mon projet il est tout cassé, ok, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais même pas comment revenir en arrière de mon projet. J'aimerais ça avoir une version précise dans le temps de je sais qu'à ce moment-là, il est fonctionnel. Ou sinon, ben, je suis en train de travailler sur une nouvelle affaire, mais c'est pas encore terminé, mais là, il faut que je retourne en arrière pour fixer un bug qui est vraiment critique parce que sinon, il y a du monde qui va mourir. Ben, je veux pas tout perdre qu'est-ce que j'ai fait dans mon nouveau feature, mais il faut que je revienne en arrière pour faire le bug, puis être capable de déployer ça. Donc, être capable de changer entre différentes versions du même projet. Okay? Donc, c'est ça, les logiciels de versionnage. Okay? À quoi ça sert? Fait que le logiciel de versionnage qu'on utilise, c'est le logiciel qui s'appelle Git. Fait que le principe de Git, c'est que ça travaille autour de ce qu'on appelle un commit. Donc, le principe d'un commit, c'est de dire, voici toutes les modifications qui s'est passées depuis la dernière étape. Fait que, mettons ici, je commence un projet, OK? Fait que je rajoute un fichier texte. On va l'appeler, mettons, hello.java. OK? Puis, à l'intérieur, OK, j'écris des choses. Puis, ça ici, ça crée un premier commit dans lequel je dis rajoute mon hello.java. Donc, quand on travaille avec des commits, chaque commit est numéroté, okay, avec un identificateur unique. C'est un chiffre de, je pense, 64, un nombre de 64 chiffres en hexadécimal. Okay, ça veut dire que tomber sur le même commit, c'est presque impossible. Pour s'aider un petit peu, habituellement, vous allez voir, les différents environnements vont juste prendre les 6 premiers nombres. Okay, fait que, mettons, le premier commit, ça va être quelque chose comme EG
3CDB. OK? Donc, c'est des valeurs qui sont générées aléatoirement, puis qui sont juste représentatifs de voici l'état courant. Fait que je décide de continuer à travailler, puis je décide de modifier mon hello.java. Fait que je rajoute des lignes de code, puis je décide de recommitter cette nouvelle version-là de mon projet dans mon dossier Git. Fait que qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que lui, il va juste prendre les modifications, puis il va dire, OK, les modifications, puis là, il va avoir un autre numéro de commit. J'ai juste les modifications qui sont à appliquer entre les deux en ce moment. Fait que la prémisse de base, c'est que on va pouvoir, à n'importe quel moment, revenir en arrière, OK, donc quand je vais avoir un paquet de commits, puis dire, OK, ben, voici tout ce qui est possible, voici tout ce qui... qu'est-ce que j'ai fait à chaque étape. Fait que ça, c'est le principe de commit. Fait que quand vous étiez dans le GitHub Desktop et vous avez fait des commits, le principe, c'est que ça devient une nouvelle version, un snapshot sauvegardé de votre état de votre projet. Là, ici, ce qui se passe, c'est que nous autres, on utilise un service qui s'appelle GitHub, qui permet d'avoir une version en ligne de ton projet Git. Fait que le principe ici, c'est que ça ici, c'est sur ton ordinateur, OK, qu'on appelle local. Puis, on va avoir ce qu'on appelle des remotes. Fait que pour que ça soit sur le site de GitHub, il faut que je prenne mes informations, puis que je les transvide, OK, que je les copie, que je les transfère, que je les push sur mon repository. Donc, ça s'appelle un repository quand on travaille dans un projet Git. Donc, quand on a fait le commit, après ça, on avait un autre Python à peser, c'était le push to origin. Puis l'origine ici, c'était du projet, ça venait de GitHub. Fait que quand je fais mon push, ça copie les différents commits. Puis ça me permet d'avoir une version en ligne. OK? Donc, après ça, quand c'était en ligne, ça, c'était capable de rouler sur des serveurs externes, puis de faire des tests automatiques. Puis c'est ça qui s'est passé hier. Ça nous a permis de voir de manière empirique, OK, ben le code a été compilé sur les serveurs de GitHub. Ça fonctionnait. En passant, tout le monde a réussi le premier laboratoire. Bravo. OK? Puis à partir de là, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Fait que je reprends ça ici. Puis, voyons voir qu'est-ce qu'on essaye aujourd'hui. Je copie ça. OK. Fait que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait des modifications de mon bord. OK? Fait que moi, ici, je suis Hugo. OK? Puis, quand on commence un projet, moi, j'ai pris les éléments de GitHub, puis je les ai clonés sur mon ordinateur. Fait que j'arrive, j'ai les mêmes informations, OK? Donc, on va juste dire que ça, c'est le commit X, puis ça, c'est le commit Squiggly. OK, ça va bien? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé les tests. OK? Fait que j'ai fait un nouveau commit, puis ça fixe les tests. OK? Pour être capable de rejoindre ça, puis que ces fixes-là se retrouvent sur votre ordinateur. OK? Parce que là, moi, j'ai réussi à faire mes tests je les ai fixés, OK? Je sais qu'ils sont fonctionnels. Là, il va falloir faire un double saut. OK? Donc, la première étape, ça va être de prendre ça, puis de le rajouter sur notre pile qui est ici. Le workflow qu'on utilise avec GitHub, c'est ce qu'on appelle des pull requests. OK? Donc, je veux prendre ces éléments-là, puis les puller sur la branche qui est sur GitHub.
okay, sur le projet qui est sur GitHub. Je ne l'ai pas fait directement. Fait que si vous allez regarder votre projet sur GitHub, il y a encore les mêmes tests qui ne fonctionnent pas. Mais moi, j'ai fait ce qu'on appelle un pull request qui dit « Hey, j'ai ces modifications-là possibles. Est-ce que tu veux les mettre dans ton projet? » Fait que si on va voir sur GitHub. On s'en va sur GitHub. Donc, quand vous allez sur GitHub, vous allez pouvoir retrouver le projet que vous avez fait. Donc, à gauche, vous avez... vous autres, vous en avez moins, là, parce que vous n'êtes pas dans la classe en train de faire tout le monde. Attends, je m'en vais aller chercher celui-là. Celui-là. Donc, à l'intérieur de celui-là, vous pouvez voir qu'il y a un onglet Pull Request. OK? Donc, dans l'onglet Pull Request, en gros, c'est toutes les demandes qui ont été faites pour modifier le code. Il y en a un qui s'appelle Feedback. Celui-là, on n'y touche pas pour l'instant. Ça, celui-là, c'est pour moi, pour vous donner du feedback par rapport à ce que vous avez fait dans le projet. OK? Fait que c'est comme un peu notre propre forum individuel entre nous deux. Mais ce qu'on peut aller voir ici, c'est le Pull Request Fix Test. Puis ça, en passant, c'est quelque chose que vous allez devoir faire aujourd'hui. Là. OK? Donc, pour avoir les tests mis à jour, il va falloir aller accepter la pull request que j'ai donnée à tout le monde. Donc, on peut aller chercher les fix tests. Puis, on peut voir ici les changements qui ont été faits. Fait qu'on peut voir ici qu'il y a eu un commit qui était pour fixer les tests. On peut voir les fichiers qui ont été modifiés. Puis là, on peut voir ici que j'ai changé des affaires pour que ça fonctionne indépendamment de si tu es en train d'utiliser Windows ou Linux ou macOS. Donc, ça permet de corriger le problème qu'on avait eu hier. Fait que nous, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces éléments-là puis les copier sur notre projet de GitHub. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire le merge pull request. Donc, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, ce qui va arriver, donc je vais cliquer dessus. OK? Fait que là, ça dit confirm le merge, ça donne un nom à qu'est-ce qu'on fait. Je confirm le merge. Puis, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai pris ce que j'ai fait en Y ici, puis je viens de l'ajouter à mon projet. OK? Donc, j'ai maintenant sur GitHub la version mise à jour avec les tests fonctionnels. Là, la question qui reste, c'est OK, cool, mais ça ne m'aide pas avec qu'est-ce que moi j'ai possiblement fait. Donc, on va aller chercher ici. Les éléments. Donnez-moi un petit instant. Allez, GitHub Desktop. Arrête de laguer. Merci. Excellent. Ok. Je n'avais pas préparé d'avance ça. Il faut juste que je le copie ici. Voyons, je l'ai dessus de... disponible dans ma liste. Ok, comme ça. Je fais ça comme ça.
fait, il faut que je fasse un petit changement ici, comme ça. Fait que quand je vais retourner sur GitHub Desktop, puis que je vais aller dans mon projet, je vais voir ici que j'ai un nouveau commit dans l'origin. Fait que je vais pouvoir ici chercher l'origin. Parce que là, ici, si on regarde notre petit diagramme, c'est sur GitHub, ok? Les modifications sont là, mais là, ce que je veux faire, c'est prendre ça, puis les apporter ici. Donc, quand on fait cette action-là de prendre des changements de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle un pull. Donc, je veux aller chercher de l'origine pour que ça copie les modifications localement. Donc, dans GitHub Desktop, je peux pull origin, puis là, ça vient d'aller chercher. Là, si je regarde dans mon projet, je devrais maintenant avoir toutes les nouvelles modifications avec les tests qui sont maintenant fonctionnels avec Windows. Yay! Fait que aujourd'hui, je veux que vous allez dans votre projet sur GitHub, que vous alliez dans l'onglet Pull Request, que vous trouviez le Pull Request pour fixer les tests. Okay? Donc, ça s'appelle Fix Test. Puis, une fois à l'intérieur de Fix Test, vous faites le merge. Une fois que le merge est fait, vous allez pouler les différentes ces fixes-là sur votre ordinateur local. Puis à partir de là, ça va être modifié sur votre ordinateur local. Puis ça fait en sorte que c'est la mécanique de pull request. À chaque fois qu'il y a une modification, tu peux la regarder. Si tu détermines qu'elle est correcte, tu l'ajoutes dans le projet sur GitHub. Puis après ça, tu dis, ces modifications-là, je veux les avoir localement aussi. Fait que je vais pouler les changements à partir de GitHub. Excellent. Donc, ça fait le tour de la partie magistrale de la journée. On se garde le restant d'aujourd'hui pour travailler sur les séries d'exercices que vous avez commencé hier. Donc, il y a une vingtaine d'exercices à faire. Je vois qu'il y a du monde qui sont rendus peut-être à 8-9. Fait que, avec le temps d'aujourd'hui, ça devrait faire un bon tour, puis bien s'assurer que vous avez tous les fondements par rapport aux actions habituelles de variables, de gestion, de boucles, et ainsi de suite. Puis il va y avoir d'autres exercices qui vont apparaître pour l'utilisation, la création d'objets, l'utilisation de méthodes pour d'ici la semaine prochaine. Excellent. Fait que comme pour hier, je vais vous séparer à l'intérieur de salles. Comme ça, si vous avez des questions, on va pouvoir être dans un environnement un petit peu plus serré, pas déranger tout le monde en même temps qu'on parle. Donc, préparez-vous à aller dans votre breakout room personnel. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que je vous envoie là-dedans?